avec vous pour le 10h midi. On commente l'actualité. On va parler du match France-Turquie de ce soir. Faut-il l'annuler ? Plusieurs personnes réclament sur les réseaux sociaux, ça s'agite beaucoup, réclament l'annulation de ce match. Femmes voilées au Conseil régional, le voile est-il une atteinte à la laïcité ? Vous avez certainement suivi cette affaire. C'était vendredi où un élu RN a demandé à une femme voilée de se dévoiler ou de sortir du Conseil régional. Et puis Christian Jacob à la tête des LR. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300. Pour débattre aujourd'hui, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour. Bonjour. Olivier D'Artigol, chroniqueur politique. Bonjour. Bonjour. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Bonjour Alexis, Bonjour. On vous retrouve tous les lundis matins dans la matinale de Patrick Roger et de Cécile de Ménibus. Et nous devrions ne pas tarder à voir arriver Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Et puis, on va commencer peut-être avec Frédéric. Oui. Ah, voilà Sophie de Menton qui arrive en courant. Bonjour. C'est quoi ? C'est un coup de cœur ? C'est ni un coup de cœur ni un coup de gueule, c'est un constat. Aujourd'hui, c'est maintenant le 6e mois que Notre-Dame a brûlé, qu'il y a eu cette émotion populaire si forte. On n'en parle quasiment plus. Aujourd'hui, sur Notre-Dame, on parle plus de l'ouverture du procès de jeunes femmes qui avaient voulu peut-être commettre un incendie à travers des bonbonnes de gaz. Ça nous ramène aussi à notre affaire Xavier Dupont de Ligonnès sur une focalisation médiatique extrêmement violente, rapide, massiforme sur un événement, puis un événement chasse l'autre. Alors on n'en parle pas parce qu'on sait que le coût des travaux va sans doute exploser. On n'en parle pas parce que l'objectif de reconstruire, de finir pour 2024, pour les JO, est à mon avis un objectif qui est aussi tenable que celui de Jacques Chirac qui espérait qu'on se baigne dans la Seine au début des années, en fin des années 90, au début des années 2000, si je ne me trompe pas. Et puis, il y a cette question que je pose sur le traitement médiatique dans un contexte où, plus que jamais, il y a une défiance très forte vis-à-vis de ce que nous racontent les médias, même s'il y a un continuum, et Sud Radio sera content, c'est ce qui se raconte à la radio qui est jugé le plus crédible. Bon. Oui, j'ai été licenciée d'ailleurs. J'ai été licenciée personnellement de LCI. Parlez dans votre micro, là. Mais le micro, il est là. Voilà. Je le tiens. Oui, vous le tenez. Je disais que je partageais ça et que j'ai été licenciée de LCI. Parce que j'ai écrit un article en appelant à la responsabilité des chaînes d'info. Ils l'ont pris pour eux, c'était pas du tout spécifiquement pour LCI, et c'était au début des Gilets jaunes, où il y avait cette espèce d'obsessionnalité sur les Gilets jaunes, qui était un événement en soi important. Et je crois qu'aujourd'hui, dans les médias, on ne peut plus dire la vérité, on ne peut plus nuancer les choses et on ne peut plus sortir de ce qui peut faire de l'audience, entre guillemets, et plus on en parle, plus ça fait de l'audience, et plus ça fait de l'audience, et plus on en parle. Donc on a un vrai problème, que pourtant le ministre de la Culture, et j'ai été auditionnée là-dessus, essaie de gérer. On a un vrai problème de l'audiovisuel. Oui, mais c'est effectivement, Frédéric a raison de le dire, une info chasse l'autre, et il n'y a pas vraiment de retour sur info, sur des événements. C'est vrai, les feux, par exemple, au Brésil, ça a occupé la une pendant des... C'était le premier sujet dont les Français en parlaient. Et on n'en parle plus, et on ne sait pas ce qui se passe. Donc il y a un problème. D'où quand même de la place pour des médias qui font du décryptage, qui essaient de revenir sur des événements à froid. On voit mais est-ce que ça intéresse les gens ? Oui, quand même, on voit le succès du 1. Par exemple, dans un monde de la presse relativement sinistré, on a quand même quelques exemples qui fait que la défiance générale vis-à-vis des médias, je n'y crois pas, mais il y a quand même une défiance par rapport à ce qu'a dit Sophie. C'est vrai que ce qui a accéléré la défiance vis-à-vis des médias, et je me base sur le baromètre de mes confrères Kantar, qui est une enquête de référence pour la Croix, c'est le traitement médiatique à l'égard des Gilets jaunes. Oui, absolument. Olivier ? Une pensée pour les femmes kurdes. En 2016, j'avais fait un déplacement, une mission civile, où on était allé assister à des opérations de vote dans des villes kurdes en Turquie. Et j'avais là fait connaissance de ces femmes kurdes élues. Vous savez que dans les villes kurdes, il y a 2 maires, un homme et une femme. Et bon, on pense bien sûr... Et c'était des combattants très engagés en Syrie face à Daesh. C'était ces troupes kurdes engagées sur le terrain qui ont payé un très lourd tribut. Voilà, donc c'était une pensée, on parle souvent, on ne parle pas toujours d'elles aussi précisément. On pense à ces femmes kurdes, et avec bien sûr une
très très grande inquiétude sur la gravité de ce qui se passe aujourd'hui. Alexis ? Par rapport à ça sur votre coup de cœur, coup de gueule. C'est plus commenter sur les élections municipales et régionales qu'il y a eu en Hongrie, où Orban a perdu beaucoup de villes par rapport à ce qu'il avait avant les élections, notamment Budapest, qui est aux mains du centre-gauche. Et c'était pour parler, je suis à une conférence demain soir pour parler du peuple politique un peu et des populismes en Europe. Parce qu'on voit qu'en ce moment, il y a un moment de mou, là où il y avait une vague de victoires avec Salvini, avec Orban, etc. Il y a un repli aujourd'hui qui pose question sur les stratégies populistes. Et voilà, donc c'était plus cette analyse-là. Que vous vouliez, sur la Hongrie et cette... Ouais, en disant que malgré les résultats, voilà, c'est pas forcément un succès dans les urnes. Et que dans tous les pays européens, on retrouve cette coupure entre les territoires à la fois urbains ou périurbains ou ruraux. C'est pas du tout les mêmes typologies politiques. Tous les pays sont divisés comme ça. J'ai manqué d'à propos parce que j'avais moi un coup de gueule qui correspond un petit peu à ce que vous disiez. Je vous donnerai la parole après, Sophie, ne vous inquiétez pas. À ce que vous disiez, Frédéric, sur le suivi de l'information à Grenoble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une église qui a brûlé au mois de janvier. On a appris il y a quelques jours que cette église avait été en fait incendiée volontairement. C'est un incendie criminel. C'est un groupe anarchiste qui visiblement est en cause. Pas d'indignation, pas de médias, pas de reprise. Rien. Une église, tout le monde s'en fout. Et moi, je trouve ça assez dramatique qu'on n'en parle pas plus que ça. Alors, tout le monde, excusez-moi, mais c'est les médias qui n'en parlent pas, on ne peut pas le savoir. Moi, je veux bien m'indigner avec vous, Valérie. La Croix, c'est la Croix. Moi, j'ai lu l'information dans la Croix. Sauf que, voilà, une église, oui, c'est un très bon journal, une église qui brûle, pour le coup, ça ne fait pas la une de l'actualité. Je suis d'accord. Voilà. Et qui choisit la une de l'actualité, c'est le vrai sujet. Voilà, et qui même au sein des chaînes. Parce qu'il ne faut pas accuser forcément les journalistes. Dans les chaînes, je regarde un peu comment ça se passe, on leur impose les sujets. Oui, donc, ce n'est pas forcément le choix des journalistes. Alors, Sophie, votre coup de gueule ? Alors j'ai un coup de gueule et d'ailleurs le mouvement éthique que je préside va réagir parce que je suis très étonnée de voir quand même la perspective de voir la France envahie par des machines à sous prétexte que l'État qui possède la Française des Jeux, déjà je trouvais moi assez curieux que ce soit l'État qui possède la Française des Jeux, les casinos, etc., incitant d'un côté les gens à jouer. L'État ne possède pas les casinos. Pas les casinos, excusez-moi, c'est justement pas les casinos. Ouais. Les jeux, la loterie, le loto, etc. Incitant les gens à jouer, puis également faisant, d'ailleurs, et dépensant de l'argent sur des cellules contre l'addiction au jeu. Donc c'est assez intéressant. Et là, ils vont le vendre, c'est bien. Je pense que ça peut rapporter de l'argent à l'État et ils vont en vendre la majorité. Ça va être réduit en bourse. S'ils ne le vendaient pas, c'est un peu la même chose qu'Aéroport de Paris. Oui, mais il y a une question à se poser. Moi, je ne pense pas que l'État qui est obligé de se centrer sur des missions quand même un peu régaliennes, doivent gérer la Française des Jeux. Je trouve que c'est pas à l'État d'inciter à jouer. Donc personnellement, je pense que c'est moralement pas intéressant. Mais alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que pour tirer plus d'argent de la Française des Jeux, ils se sont dit, on va mettre des machines à sous. Et ils ont un projet d'installer des machines à sous partout parce qu'ils vendront plus cher. Évidemment, il y aura un nouveau contenu. Et est-ce qu'on se rend compte qu'installer des machines à sous dans les bureaux de tabac, dans certaines supérettes, aux États-Unis, oui, d'accord. Et l'addiction des jeunes. Non, mais on fait toujours quelque chose quelque part. Hein. L'addiction des jeunes. Inciter les gens à jouer. Qui veut installer des machines à sous. Oui, c'est l'État. Après la privatisation de la Française des Jeux, en plus. Pour gagner plus d'argent. Pour pouvoir le revendre plus cher. Vraiment plus cher. 16,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, des mises qui ont augmenté de 8% l'année dernière. Pourquoi vendre la Française des Jeux ? Alors, c'est pas à moi d'expliquer que la fin justifie pas les moyens et que l'argent n'est pas tout. On a un État qu'on veut éthique, avec une place en comprenant quelles sont les missions régaliennes. Est-ce que ce sont les missions régaliennes de l'État de veiller à ce que les gens se ruinent éventuellement ? En plus, maintenant, je crois qu'on va une question qu'on mette des impôts sur les gains. Je veux dire, je trouve que c'est n'importe quoi. Moi, je veux un État qui assume ce qu'il fait. Et Stéphane, très justement, vous dit l'État vend des cigarettes et perçoit des taxes et soigne les cancers. Hein. C'est dans le genre. Oui, mais il y a des contradictions absolues. Bon. On est un État étatisé. C'est la première, en tout cas, c'est la première grosse privatisation
Ouais. On a vu ce qui se passe sur ADP, il y avait Engie aussi, je crois, sur les droits. Ça a rien à voir, c'est quand même la poule aux œufs d'or. C'est en termes de recettes. L'idée que la puissance publique puisse s'occuper de ça pour qu'il y ait justement pas de dérive. Surtout pour augmentant l'incitation à jouer. Et il y a surtout le grand rideau de fumée qui aujourd'hui s'est un peu dissipé sur le rendement de ces privatisations. On nous avait dit que c'était un fonds d'investissement pour après aller vers de l'innovation industrielle, etc. Ouais. On sait très bien en fait que ça n'est que la dette de l'État. L'intérêt de ce fonds qui servirait à cette réindustrialisation, ça a accouché d'une sourisette, tout ça. La montagne a accouché d'une petite sourisette. Enfin, il y a quand même un côté aussi un petit peu, sinon moral, du moins responsable. Ouais. Plus vous incitez les gens à jouer, c'est pas terrible. Ouais. Allez, on va se retrouver dans un instant. Faut-il annuler le match France-Turquie 0826 300 300, un match considéré comme à très haut risque vu le contexte diplomatique. Dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, jusqu'à midi. On va reparler de ce qui s'est passé à Belfort également. Ce conseiller, cet élu RN qui a demandé à une femme de ne pas rester dans l'Assemblée puisqu'elle était voilée. Et puis le flot de réactions qu'il y a eu. Les réactions politiques également avec le ministre Blanquer qui dit qu'il ne souhaite pas que le voile n'est pas souhaitable dans une assemblée comme celle-là. En même temps, la loi ne l'interdit pas. On va en reparler dans un instant. Mais pour l'instant, je voulais qu'on revienne sur ce match de ce soir, match de foot France-Turquie avec une ambiance qui risque d'être assez électrique, avec un risque de voir la Marseillaise siffler, avec des affrontements peut-être entre supporters. On a entendu ce matin, c'était... attendez, je cherchais un truc. Bon, déjà, vous en pensez quoi? On va faire un petit tour de table. C'est compliqué, parce que d'abord, le foot engendre souvent de la violence, donc on est tranquille, il va y avoir une violence terrible. Alors, moi, je suis une libérale, je viens de le dire, je suis contre les interdictions, la censure. Alors, est-ce que c'est pas une forme de censure d'aller interdire un match? Ça paraît un peu ridicule, mais je ne sais pas quelle est la réponse, parce qu'il va y avoir une violence terrible et évidente. Au passage, terrible, le truc le plus lamentable, qu'on soit pas capable d'avoir des casques bleus européens, c'est surtout le truc qui me choque le plus. Il y a effectivement le contexte diplomatique. C'est ça, c'est le contexte diplomatique. Ce que je cherchais, c'est ça. C'est Noël Le Graët qui a dit la musique sera très forte pour couvrir les sifflets. Non, mais ça m'a fait bondir, parce que c'est hallucinant de dire une chose comme ça. On met la poussière sous le tapis. Non, mais c'est dingue. Alors à ce moment-là, quand il y a des insultes homophobes ou racistes, on n'a qu'à foutre de la musique à blinde dans les stades et puis on passe à autre chose. Non, mais c'est-à-dire que si on veut interdire le match, interdisons-le au niveau des décibels des sifflets. On arrête, mais ce qui est dingue, c'est que le sport, c'est censé rassembler, c'est censé être ce moment de concorde où tu peux faire entre les peuples. J'entends cette espèce de langue de bois des différents politiques. Ce matin, ce que disait Marc Fesneau chez nous. Parce que l'armée de lapsus révélateur, l'équipe de foot de Turquie, elle est instrumentalisée politiquement. Elle fait le salut militaire et elle fait campagne, elle est en campagne. Donc là, on a un problème, c'est-à-dire que ce lieu qui devrait être apolitique ou qui, pour être un match de foot, c'est du divertissement, c'est du sport, devient un enjeu politique. C'est dingue. Il y avait Le Drian qui devait être dans les gradins pour regarder le match. Y sera-t-il? Enfin voilà, toutes ces questions où ça devient un enjeu de géopolitique. C'est quand même assez triste de voir qu'on en arrive là. Oui, mais le sport, faut arrêter de dire un enjeu de géopolitique. Faut arrêter de dire que le sport est une modernisation. C'est quand même pas ça. C'est ça qui est malheureux. On peut le regretter, mais c'est un constat. Est-ce qu'il faut l'interdire ce match? Je pense que oui, en fait. Réfléchis. En vous écoutant, je pense que oui. C'est l'autorité publique pour des raisons de sécurité, qui pourrait prendre une mesure, notamment le préfet de police ou la fédération française. Et si c'était une façon de soutenir les Kurdes? Je vous rappelle que sur le plan politique, le mouvement anti-apartheid était parti des fédérations sportives, qui avaient eu beaucoup de courage. Donc c'est aussi au monde sportif, dans ce moment-là, aussi parce que sinon tout le monde met la patate chaude, on se renvoie la patate chaude. Et donc on verra, mais je trouve que la réaction de Le Graët en disant on va monter les décibels, je suis d'accord avec vous. C'est véritablement. Il faut qu'il prenne une camomille, qu'il aille se coucher. Oui, mais Valérie, il y a quelque chose de plus important, même tout ce que vous dites est juste. Pourrait parler. Oui, juste un mot. Est-ce que c'est pas une façon de soutenir les Kurdes? Autour de Sophie. Est-ce que c'est pas une façon de soutenir les Kurdes? Est-ce que c'est pas une façon de soutenir les Kurdes? Bien sûr, c'est effectivement après l'offensive d'Ankara, mais il y a d'autres. C'est pas ça qui va régler non plus les choses, mais symboliquement, c'est
c'est important. Il y a Philippe Townsend, qui est le chef de presse de l'UEFA, qui a fait savoir que la Confédération européenne de foot allait examiner le salut des joueurs turcs, en rappelant que le règlement interdit les références à la politique et à la religion. Oui, je pense qu'il y a deux choses. C'est vrai que d'un côté, on a très souvent vu des événements sportifs où il y a eu des vrais débats sur participer ou pas. Dans le football, il y a une quarantaine d'années, il fallait-il partir en Argentine, donner quitus au régime des militaires du général Videla. Il y a eu les boycotts des JO de Moscou et des JO de Los Angeles. Maintenant, là où oui, il y a quelque chose de répréhensible, c'est ce que dit M. Townsend, c'est complètement interdit de faire référence à des manifestations politiques et religieuses. Là, ça pourrait être sanctionné. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une instrumentalisation de la diaspora turque d'un côté par Erdogan qui dit que l'assimilation est absolument impossible et une forme de mort pour la Turquie. Il y a ce salut militaire qui vraiment pose problème. On a parlé du salut nazi entre 33 et 39 pour les matchs de foot France-Allemagne qui se passaient au stade de Colombes. Maintenant, ce qu'il faut dire, l'opinion publique française est très peu suspecte de sympathie pour la Turquie. Systématiquement, quand on teste l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, on a un nom massif déconnecté du clivage gauche-droite. Dans une étude internationale de l'IFOP, c'est en France que l'on est le plus favorable à la reconnaissance du génocide arménien. Et dans une étude IFOP fiduciale pour Sud Radio et Public Sénat de 2017 sur les pays qui menaçaient la paix, la Turquie, alors dans un contexte de paix relative, était très haut dans le classement des pays qui inquiétaient des Français. Ouais, mais est-ce que symboliquement, encore une fois, ce serait important de marquer. Au match aller, la Marseillaise a été huée. Ça aussi, c'est un élément de plus. Qui dit qu'il faut interdire le match ? Moi, j'ai rien à dire. Hein. Ouais, non, personne ne se prononce. Moi, je pense qu'il faut l'interdire. L'interdire sous quel. C'est qui l'interdit ? Avec quelles règles ? Oui, voilà. Oui, c'est ça, sur quelle. Encore une fois, il n'y a pas de loi qui trouble à l'ordre public, mais ils vont mettre en place visiblement quand même un certain nombre de moyens pour ça. Conjoncture internationale. Dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. On a Sébastien en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Valérie, vous allez bien ? Bonjour. On vous écoute. Alors moi, je voulais tout simplement dire qu'il fallait interdire le match, de l'annuler tout simplement, et carrément d'exclure la Turquie de l'euro là, qui est en jeu, parce que là, ce qu'ils font contre les Kurdes, c'est totalement inacceptable. Et ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est que vous avez Macron qui a pu expulser un diplomate italien pour... on va dire, parce que Matteo Salvini a été faire des photos avec des gilets jaunes, mais là, il est incapable d'expulser diplomate turc, alors que la Turquie agresse les Kurdes, nos alliés. Non, Sébastien, on est deux au moins. Ouais. Voilà. Donc ce 2 poids 2 mesures avec la Turquie, ça commence à me fatiguer. La Turquie utilise les migrants comme monnaie d'échange. Il a dit oui, si vous ne me donnez pas des milliards, j'ouvre mes frontières. C'est vrai ça. Qu'est-ce qu'on attend pour couper toute relation diplomatique avec ce pays ? Ceux qui s'interrogent sur le fait de maintenir ce match et qui peuvent aussi, on doit toujours donner des réponses, ne peuvent pas être taxés de pro-Erdogan. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est au mouvement sportif international aussi à prendre ses responsabilités. Et face à la gravité des événements des dernières heures, on peut quand même se dire que l'annulation de match n'est pas à la hauteur d'une initiative politique et diplomatique. Non, mais on attend autre chose. On attend autre chose pour faire arrêter le bombardement. On peut déjà commencer par ça. On rappelle donc que la Turquie a déclenché une offensive dans le nord de la Syrie. La diplomatie, vous avez 2 écoles et l'école dominante, c'est celle. Ça ne sert à rien de rompre les relations diplomatiques. Et en réalité, il faut parler avec tout le monde, et particulièrement. Non, mais je vous parle pas des footballeurs. Je vous parle symboliquement. La diplomatie, c'est aussi continuer un dialogue qui est parfois difficile, qui est parfois même amoral, avec tous les parties prenantes et particulièrement ce qui va se passer en Syrie. On voit que déjà les cartes sont rabattues, les Kurdes se mettent d'accord avec Bachar, et que c'est une lutte de frontières. Et on a un troisième problème et de taille, c'est que la Turquie est membre de l'OTAN. C'est un allié. Qu'est-ce qu'on fait ? Et que fait l'OTAN ? On peut continuer comme ça longtemps, de dire on n'est pas d'accord, on va arrêter, on va suspendre d'envoyer des armes à la Turquie, mais pourquoi en premier lieu on le fait si on sait que ça va se passer comme ça ? Apparemment, on envoie, je sais pas, Frédéric, on envoie assez peu d'armes en Turquie. On vend très peu d'armes à la Turquie. Il y a eu ce message de Paris quand même qui a dit... oui, mais c'est un message, encore une fois, qui est de la com. Et quand je vois que la France exige
que la Syrie, que Erdogan cesse immédiatement. On peut toujours exiger, la cessation immédiate de l'offensive turque, ça coûte rien de demander. Non, mais là où il y a le poison, on revient tous sur le deal infernal qui a eu lieu avec Erdogan, sur l'idée on ferme les yeux sur ce qui se passe sur le plan démocratique, l'arrestation de la magistrature, des journalistes et des opposants politiques, mais vous faites un barrage sur les questions d'immigration. Et on le cache, parce que bien évidemment, je ne sais pas si vous avez vu les dernières sorties d'Erdogan, sur la manière dont il a rappelé cet épisode-là, on sent une Europe pieds et poings liés là-dessus. Complètement. C'est là l'origine de l'abomination, j'ai envie de dire. Oui. Alors Sébastien, vous vouliez rajouter quelque chose, c'est ça? Oui, c'était par rapport à la diplomatie. Il y a un monsieur qui a dit qu'il faut laisser la diplomatie faire. Moi, je vous rappelle les faits historiques. Quand Chamberlain est venu avec son petit papier signé par Adolf Hitler, comme quoi l'Europe serait en paix, il nous a bien menti. Donc je pense que derrière la diplomatie, il faut des actes forts. Et la France ne fait jamais d'actes forts. Sauf avec les opposants, comme avec l'Italie. Pourquoi Macron n'est pas aussi fort contre la Turquie qu'il l'a été contre les Italiens? Il peut y avoir d'autres diplomaties que l'esprit munichois. Ouais. Evelyne nous dit, moi j'annule purement et simplement le match. David nous dit, l'OTAN nous entraîne dans des guerres illégales. Fred, la Turquie n'a rien à faire dans l'euro, c'est l'Asie. Oui. Donc il y a aussi, c'est aussi cette question qui se pose. Et puis j'ai vu passer aussi un message de quelqu'un qui dit, ça avantagerait la France. C'est pour avantager la France, voilà. Merci à vous. On se retrouve dans un instant. 0826 300 300. Femmes voilées au Conseil régional. Le voile est-il une atteinte à la laïcité? Faut-il l'interdire? On surfe sur du oui, c'est autorisé, mais on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on fait? À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, 0826 300 300. Le voile est-il une atteinte à la laïcité? À propos de cette femme voilée au Conseil régional. Mais juste avant, on avait un appel de Tatiana qui souhaitait réagir au sujet précédent à propos du match de foot de ce soir. Bonjour Tatiana. Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. On vous écoute. Écoutez, moi, en fait, je ne suis pas turque. Je suis mariée avec un turc depuis 20 ans. Et en fait, on a pris nos billets il y a plusieurs semaines de ça. Dès qu'on a pu acheter nos billets, on a acheté nos billets pour le match. On en fait une fête, une célébration. En plus, on y va à plusieurs membres de la famille. Et j'avoue que depuis ces derniers jours, là, depuis l'attaque d'Erdogan sur les camps, etc., on est inquiet de ce qui peut se passer là-bas avec les communautés, les différentes communautés, etc. Donc on y va, c'est sûr qu'on y va, mais on y va avec un petit peu la peur au ventre, l'inquiétude. Alors c'est vrai qu'il y a des appels sur Internet, sur les forums et les sites où il y a les communautés turques qui parlent. Ils appellent au calme, ils appellent à que ce soit plutôt une fête, pour que ce soit bien. C'est vrai que je comprends bien, madame, mais au-delà de votre cas personnel, parce que je comprends tout à fait votre position, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ce qui se passe là-bas, ce côté d'encourager les uns, de décourager les autres et de faire un match comme si rien ne se passait, alors qu'il y a un peuple kurde qui est en train d'être décimé, enfin... Bien sûr, alors, oui, quel est votre... Est-ce que c'est pas gênant un peu? Bien sûr, c'est gênant, c'est inquiétant. Nous, en fait, on va au match pour le foot, pour la fête, pour la qualification, etc. On en fait une fête, on n'a pas du tout l'esprit de partir pour et vous pensez qu'il faudrait des revanches ou des revendications de quel que soit. Pardon ? Vous pensez qu'il faudrait qu'on annule le match ? Écoutez, déjà il y a les forces de l'ordre qui sont augmentées, le nombre de policiers, le nombre de sécurité. Je pense qu'on va être on va être fouillés, etc. Annuler le match, je trouve que c'est un peu, c'est gros, quoi. Ce serait trop énorme par rapport à la qualification, à l'enjeu de sport. Tout simplement. Après, je pense que là, les forces de l'ordre vont être en nombre. Et nous, de toute façon, on est à 15 à partir. On est une famille de 15 personnes à partir avec des enfants. On n'y va pas pour des revendications politiques ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour la fête, je pense, pour participer au match. Et j'ai l'impression que la communauté turque, en tout cas, du côté de ceux que je connais, en tout cas, ils sont contre ce qui se passe en Turquie. On est vraiment atterrés de ce qui se passe, de la violence, etc.
Voilà, nous on est les Turcs. Enfin, je parle de nous, mais je suis pas turque. Moi, je suis mariée avec un Turc, mais en tout cas la famille de mon mari. Ils ne partagent pas effectivement. Là encore une fois, on peut pas généraliser, en particulier les Turcs qui sont en France. Ils sont complètement dévastés de ce qui se passe. Ils sont atterrés. Ils regardent les images aussi comme tout le monde, d'un point de vue européen, d'un point de vue français, etc. Et ils sont tous. Merci beaucoup, Tatiana. Écoutez, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Attention, sujet polémique et électrique. Même si c'est vrai, est-ce que le sport peut être un exutoire d'une question politique, hein. Je rappellerai que quand François Hollande, en août 2013, a voulu lancer une intervention en Syrie, que Barack Obama s'était finalement... je dirais pas dégonflé, mais finalement refusé de faire intervenir les États-Unis, il y avait eu une opinion publique française extrêmement défavorable à une intervention en Syrie. Donc c'est pas le sport qui va régler cette question syro-turco-kurde, même si très clairement, chez les Français qui sont au courant de ces sujets géopolitiques, voire ceux qui nous ont débarrassés de Daesh se faire bombarder et attaquer par l'armée turque, c'est quelque chose de profondément choquant. Oui. Allez, je voudrais qu'on passe au sujet suivant. Encore une fois, sujet compliqué. Le président du groupe d'extrême droite à l'Assemblée nationale, Julien Audoul, a lui-même filmé et publié une vidéo dans laquelle il demande à une femme voilée présente dans le public, accompagnatrice d'un groupe d'enfants venus de Belfort, assister à l'Assemblée plénière. Il lui a demandé qu'elle retire son voile. Il a interpellé la présidente de l'Assemblée sur ce thème. Il a dénoncé une provocation islamiste. La vidéo est devenue virale. Elle a suscité un tollé, beaucoup de réactions, beaucoup de gens, dont vous, Alexis Poulain, vous êtes adressé à son fils qui était en larmes. Et donc, la question est, effectivement, cette femme avait le droit de porter le voile. Maintenant, est-ce que c'est une atteinte à la laïcité que de porter un voile ? Est-ce qu'il faut une loi pour légiférer ? Est-ce qu'il faut légiférer encore une fois, autour du voile ? C'est toute la question. Est-ce qu'on doit changer cette loi de 1905, est-ce qu'on doit la faire évoluer ? Est-ce que le voile est un danger pour la République ? Moi, la lettre, elle était pour le petit garçon parce que je trouvais que c'était pas une bonne façon de procéder que d'humilier en public sur un thème comme celui-là. Alors après, on peut dire que c'est de la provocation de la part de cette dame de porter un voile, mais peut-être que c'est pas de la provocation dans sa tête. Et qu'elle était là. Quand on porte un voile noir, je veux juste préciser que c'est un voile noir, que c'est un voile qui a une signification politique. Aujourd'hui, c'est pas un foulard autorisé dans le cadre de la loi. Et c'est bien toute la question qui se pose. C'est que cette loi-là n'a pas prévu, en fait, une utilisation politique de la religion pour gagner des territoires de manière visible, de manière ostentatoire. Et c'est ce principe ostentatoire qui pose question et de dire qu'est-ce qu'on fait de ça ? On ne peut pas demander comme ça, il n'y a pas de loi pour dire vous devez enlever votre voile, madame, vous êtes dans le public. Non, la loi, elle était totalement dans le cadre de la loi républicaine. Donc ce qui est important, c'est de dire il y a une loi, elle est la même pour tous, travaillons à partir de ça, et je pense que c'est plus important de parler à ce petit garçon en disant voilà, pourquoi, si on ne s'attaque pas aux causes, pourquoi cette maman décide de porter le voile à un moment ? À quel âge elle met un voile ? C'est ça la question. C'est pourquoi on se retrouve avec des gens qui ont envie de rentrer dans ce système-là, qui s'identifient à... La foi arrive à n'importe quel âge, il vous répondra. Mais la foi, c'est pas le textile. La foi, c'est pas mettre un. Pour eux, si. Ben non. Mais si, pour eux, mais j'ai pas dit que ça l'était. Mais c'est un pour choix. Eux, ils disent que c'est leur foi. Voilà, donc. Comme la kippa. Et il faut éviter cette confusion entre cet islam politique et des musulmans qui sont millions, qui vivent leur foi de manière tout à fait différente. Je vous pose la question sur ce voile noir qui a une signification particulière. Ce voile noir a une signification. On est vraiment. Et alors, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très dangereux, c'est ce rappel permanent de la loi pour tout et n'importe quoi. Au nom de quoi on n'a pas. Attendez. C'est rassurant quand même. C'est ce qui permet de ne pas basculer dans la guerre civile. Je vais finir ma oui, phrase. Avec un ministre de l'Éducation qui dit c'est la loi, mais moi je ne suis pas d'accord. Je fais des lois, nous faisons des lois qui ne sont pas respectées. Donc dès qu'il y a un problème, par contre, on ne peut pas agir parce qu'il y a la loi. Il y a la loi, mais elle n'est pas respectée. On va en faire une autre alors qu'elle n'est pas respectée. On a un rapport à la loi qui est très curieux, avec pléthore de... Et là, effectivement, d'ailleurs c'est amusant, il y a quelqu'un qui nous écrit sur Twitter qui dit mais idée toute bête, interdire tout signe religieux 6 jours par semaine et n'autoriser le voile que le vendredi, la kippa le samedi et la croix le dimanche. Non, mais il y a une espèce de... Ça complique encore plus les choses. Dans tout ce qui peut être charrié dans les réseaux sociaux,
on a souvent parlé dans ces émissions, il y a eu des choses très positives sur les réseaux sociaux de personnes s'adressant à ce petit et à sa mère. Dans le sens où ceux qui ont vu la vidéo ont bien sûr pu mesurer l'extraordinaire, j'ai envie de dire, choc vécu par cet enfant. Qu'on le veuille ou non, ça a dû être un moment extrêmement douloureux, pénible. Mais vous n'avez pas trouvé disproportionné les centaines et les milliers de tweets qu'il y a eu? Je voudrais vous en lire un d'une jeune fille qui s'appelle Samra qui dit « Imaginez vos réactions si les Français se mettent à ce petit jeu de l'image des enfants. Imaginez une photo de Mathieu, l'enfant qui a vu ses parents assassinés devant ses yeux par l'islamiste Larossi Abdallah. Mathieu ne verra plus ses parents, il est traumatisé à vie. » Mais on ne va pas faire un palmarès des douleurs. Ce que je veux simplement vous dire, ce que moi je trouve qu'il y ait eu des paroles d'humanité et de solidarité à cet enfant et à cette mère, je trouve ça très positif. Pas moi. 1, peut-être, moi j'ai trouvé ça très positif. 2, il y a quand même beaucoup d'hypocrisie. Quand je vois des ministres de la République aujourd'hui, que ce soit le ministre de l'Éducation, Blanquer, ou Bruno Le Maire, ce matin je crois, qui nous disent, oui, c'est la loi, mais il y a... mais c'est pas bien. Mais c'est pas bien. C'est ce que je vous disais. C'est la loi. Qu'on le veuille ou non, c'est la loi de... C'était... 2010 sur la loi burqa. Qu'on le veuille ou non, nous ne sommes pas face à une burqa, pas face au niqab. On est face à un voile noir qui a un sens. Mais le visage, Valérie, n'est pas dissimulé, c'est ce que dit la loi. Et pour moi, le rappel à la loi républicaine dans ce moment-là est pour moi quelque chose de fondamental. Si des responsables politiques veulent que le législatif reconsidèrent cette question, qu'ils le disent alors, qu'ils le disent. Mais les enfants n'ont pas le droit de le porter à l'école. Sauf que tout cela reste pour moi une stigmatisation. Oh voilà, mais je le dis, donc alors je veux dire ce que dit on vous a Laurent. beaucoup écouté, je peux le dire. Je le vis comme une stigmatisation. Mais il y a des millions. Laurence nous dit, je pense que sa mère savait parfaitement ce qu'elle faisait en mettant ce voile. C'est donc elle qui a fait pleurer son fils. Qui a commencé dans l'histoire? Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans cette psychologie de bazar. C'est vrai que sur la méthode, l'interpellation de cet élu peut choquer. On a même entendu 2 leaders du Rassemblement national ce week-end, Nicolas Bay et Jordan Bardella, le désavouer. C'est assez rare que dans un parti aussi monolithique, on ait ce type de débat, il faut le dire. Moi, je vois quand même que l'opinion publique, dans les enquêtes que nous menons, nous déclare spontanément, dans des enquêtes qualitatives, qu'ils ont le sentiment que la loi sur la burqa n'est pas appliquée, ce qui est parfois vrai, je ne suis pas sur le terrain tout le temps, mais je le vois. Juste, je vous interromps 2 secondes. Daphné nous dit, arrêtez avec le béni oui-oui. 8 personnes voilées comme des ninjas noirs, dont on ne voyait que les yeux en faisant mes courses vendredi dernier à Alès, sans pire. Blabla de certains de vos invités qui ne voient pas ce qui se passe et ce qui est en train d'arriver. Je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux, mais c'est vrai que pour avoir une confiance en la loi, il faut avoir une confiance dans le respect de l'application de la loi. Je citerai aussi notre enquête IFOP Fiducial pour Sud Radio publiée ce matin, qui a été menée au moment de l'affaire de l'affiche de la FCPE, au moment d'ailleurs la FCPE qui a été désavouée par la FCPE Paris, au moment de la campagne pour les élections de parents d'élèves, où 69% des Français considèrent que cette affiche choque car c'est une forme de communautarisme. Et puis, sur ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer, et ça c'est une question où je suis frappé de ne pas voir le moindre clivage gauche-droite entre sympathisants communistes, France Insoumise jusqu'au Rassemblement national, qui sont favorables à l'interdiction que des mamans ou des mères voilées accompagnent des enfants bénévolement en sortie scolaire, parce que dans l'imaginaire populaire, dans le ressort de l'opinion, c'est le sentiment que c'est le prolongement de l'école, et donc dans ce cadre-là, la loi doit s'appliquer. Oui, moi je suis tout le débat national aujourd'hui qui vise à dire voile égale musulman égale radicalisé et potentiellement terroriste est insupportable. Et chaque fois, faire le rappel par le discernement, par la connaissance, par la complexité, par le rappel de la loi est un chemin indispensable. Sinon, on alimente des instincts, j'ai envie de dire, qui nous amènent au gouffre. Je ne supporte plus que dans le débat public on dise citoyen d'origine musulmane. Je ne le supporte plus. Il y a Robert Badinter qui vient d'intervenir en disant mais il y a 60 ans on disait citoyen d'origine juive. Jusqu'où cela va nous amener? C'est-à-dire que moi je sens que c'est en train de partir en vrille depuis des mois que ça part en vrille. Attention parce que
encore une fois, c'est un débat qu'il faut faire de manière raisonnée. Est-ce que, pardon, mais sur faire République, on dit faire société, tout ça, mais faire République, il n'y a pas de distinction de race, de religion, d'origine. Est-ce que ça, c'est vraiment un discours maintenant qui est devenu creux ? On parle d'un islam politique, on parle d'islamisme, on parle d'un projet politique, on parle de guerre. On a entendu les mots de Xavier Bertrand ce week-end. On peut pas être comparable. Les premières victimes de l'islam politique, c'est vrai. Oui. Mais c'est vrai, mais pourquoi c'est dérangeant de le redire ? À l'échelle du monde, le premier victime des terrorismes et de l'islam politique, c'est les musulmans. Et alors, c'est pas pour ça qu'il faut pas lutter contre, justement. Mais ce sont des paroles. Et pourquoi les musulmans viennent pas lutter beaucoup plus ? Parce que les musulmans, il y a des non, c'est pas suffisamment. Mais non, mais les musulmans, effectivement modérés, ils sont majoritaires, devraient être beaucoup plus là. Je veux dire qu'on les voit pas. On me dit, vous avez fait référence à la kippa et une auditrice nous dit ce n'est pas de la soumission. Ah non, pas du tout, elle a raison. Bah oui, mais vous comparez, vous dites la kippa n'est pas un objet de soumission. C'est vrai, j'ai tort. Au voile. Absolument. Alexis. Oui, mais c'est bien tout ce problème de cette montée. Mais pourquoi vous êtes allé sur ce terrain du petit enfant qui pleure avec ses mots, la maman, l'enfant. Merde, à un moment, il y a de l'humanisme. Non mais parce qu'on ne fait pas chialer un gosse pour ça, parce que c'était mal fait, parce que c'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Donc moi, mal fait. C'est de l'humanisme, simplement dire, écoute, gamin, c'est pas ça la République, parce que c'est un élu de la République. Est-ce que la République, c'est d'avoir un voile sur la tête ? Eh ben, c'est la question. C'est pas la République non plus. C'est une question. Évidemment, non. Et c'est bien tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a cette montée des communautarismes religieux, mais ce que vous voulez. Tout le monde va se retrouver dans son petit club, dans son petit clan, en disant, mais oui, mais et c'est quoi la France et c'est quoi la République ? Et tout ça, on y perd. Et chacun se victimise parce que évidemment, c'est ce qui marche le mieux, devenir une victime. Mais c'est pas effectivement, est-ce qu'on est armé en tant que société par rapport à cette montée fulgurante des communautarismes qu'on n'a pas vu venir, enfin on les a vus venir, mais on se moquait du Londonistan. Non mais on se moquait du Londonistan dans les années 90, en disant qu'il faisait n'importe quoi. On a le même problème aujourd'hui. On n'a pas on ne le dit pas. Voilà. On a Raymond en ligne avec nous. Raymond, bonjour. Oui, bonjour, c'est Raymond de Villeneuve-sur-Lot. Oui, je vous écoute depuis un moment, là, et bon, beaucoup de choses ont déjà été dites, hein, et puis bon, je vais simplement vous donner mon avis. Moi, je trouve que dans tout ça, il y a un manque de bon sens évident, quoi. Déjà, au départ de l'école, les enseignants ou l'enseignante ou l'enseignant qui les accompagnait également aurait pu inciter ou en parler avec la mère de famille, quoi, tout simplement. Première chose. Ensuite, à l'entrée du conseil régional, peut-être aussi, il aurait été possible de la convaincre d'enlever son voile. En fin de compte, c'était pas un foulard. Ça, on peut pas convaincre une femme d'enlever son voile. Hein. Ne rêvez pas. Non, pas. Oui, je crois que c'est un décul. Non, mais ce que nous dit Brigitte sur Facebook, le conseiller pouvait le faire plus discrètement qu'en pleine séquence, en pleine séance. Dany, bon voilà. Mais c'est pour ça que j'ai écrit cette lettre, c'est tout. Alors, oui, continuez, Raymond. Oui, je suis d'accord avec vous. Peut-être qu'il aurait pu le faire directement, plus discrètement, mais en fait, il ne s'est pas adressé à la personne concernée. Il s'est quand même adressé à la présidente de la région. Donc, la personne concernée, on ne peut pas dire qu'elle a été agressée. Je trouve, d'ailleurs, j'ai vu la réponse de la présidente. Elle n'était pas très claire, sa réponse non plus. Et puis, elle n'était pas faite, sa réponse, pour calmer le jeu, en quelque sorte. Loin de là, d'ailleurs. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Merci Raymond. Dany nous dit, tant que le visage n'est pas couvert, je ne vois pas le problème. Eric nous dit, des femmes se battent dans des pays musulmans pour se débarrasser de ce fameux voile. Et en France, on en débat encore. Il y a un film qui traite de ce sujet. Evelyne nous dit, j'ai l'impression d'entendre des bisounours. Voilà. Donc tous les avis sont là sur le Facebook de Sud Radio. On se retrouve 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Le voile est-il une atteinte à la laïcité ? On en parle à propos de ce qui s'est passé au Conseil régional, à l'Assemblée régionale, où l'élu Julien Audoul a demandé à ce qu'une femme voilée qui accompagnait un groupe d'enfants se dévoile. On en parle avec vous, 0826 300 300. Et on a Manuel en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Et merci à Sud Radio de me donner la parole. Je rejoindrai un peu les propos de l'intervenant précédent. Pour moi, c'est un signe ostentatoire. Puisqu'on est dans un lieu public, ça aurait pu être une croix ou une kippa. Pour moi, c'est un signe religieux. Mais au-delà de ça, je pense que moi ce qui m'étonne, c'est... Voilà, ça aurait été un élu d'un autre parti de droite
ou de gauche, puisqu'on dit que le RN est d'extrême droite, ce que je ne pensais pas, puisqu'il est parlementaire. Mais voilà, ça n'aurait pas fait une ligne dans les journaux. Et là, tout le monde le désingue. Et il faut voir les insultes qu'il a pris. Hein. Enfin, c'est un truc incroyable. Hein. Ouais. Alors qui ne fait que rappeler la loi et jusqu'à preuve non, justement, c'est ça, c'est que la loi autorisait cette femme à être voilée. Il rappelle le règlement du Conseil régional en disant qu'il y a l'article 6 qui permet de lever la séance s'il y a une perturbation. Or, la loi telle qu'elle est faite ne dit pas que le voile perturbe la séance. Mais ça dit quand même... Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit ? C'est-à-dire, si ça n'avait pas été un élu RN, les proportions n'auraient pas été les mêmes. C'est pas innocent que ça vienne d'un élu RN aussi. Ça vient de ce groupe politique, mais quand vous regardez que le CCIF, donc, qui lutte contre l'islamophobie, soutient cette femme, qui a une députée PS qui la soutient et qui elle-même soutient le CCIF, certains y voient aussi une manipulation. Ressent, Valérie, on peut discuter de tout ça, bien sûr. Mais on le fait de la pire manière quand, à l'origine la méthode. De cette discussion, il y a cette séquence qui a été filmée et ce qui s'est passé dans l'enceinte de cette séance plénière du Conseil régional. Mais vous vous rendez compte déjà comment les discussions, l'origine de la discussion déjà ? Non mais l'autre chose, sur les partis politiques, pourquoi c'est le RN qui est en pointe sur la laïcité ? C'est pas normal. Ça devrait être de tous les partis politiques. Pourquoi c'est ce parti qui reprend ces thèmes-là, qui a repris le thème également ? Parce que c'est le RN, justement. Regardez, c'était les premiers à défendre le drapeau français, on les traitait de fachos. On commence à se dire, mais le souverainisme, c'est pas si con. Il faudrait effectivement être fier de son drapeau. Français et souverainisme, c'est pas complètement... c'est pas pareil. Non, mais rappelez-vous. Et voilà. Mais malheureusement, regardez, c'est eux qui ont repris ce discours-là. Et pourquoi c'est eux ? Donc là, on a un problème par rapport à d'autres partis qui ont eu des politiques clientélistes pendant des années. Personne ne touche à ça parce que c'est le RN. Bien sûr. Signaler quand même que ce week-end à Lille, lors d'une représentation de la pièce de Charb, Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes, il y a des gens qui sont venus à la sortie et qui ont tiré des rafales qui ont imité le bruit des rafales de Kalachnikov avant de s'enfuir. Donc il se passe aussi des choses assez graves. Des appels anonymes au commissariat. Je lancerai un petit peu ce qui vient d'être dit. Enfin, c'est au niveau des partis, c'est vrai que le Rassemblement national en parle. Il n'y a pas que, il y a des partis, il y a des groupes politiques, il y a le Printemps républicain qui en parle, beaucoup. S'agissant du regard des Français sur la laïcité, il est relativement homogène. Il y a un attachement extrêmement fort, il y a une laïcité dont on a le sentiment qu'elle est menacée, et il y a le refus d'une laïcité plus un mot, c'est-à-dire une laïcité souple, ouverte. Les Français sont sur une laïcité. Point final. Maintenant, il y a des combats dans le monde clair obscur sur la notion même de laïcité aujourd'hui. On dirait aux personnes, vous avez 10 lignes. D'où les déclarations du ministre. Décrire ce que vous mettez dans ce mot. On avait une question ouverte. Oui, c'était d'abord ce qui sortait le plus fort. C'est une très bonne remarque. Olivier, c'est la séparation entre la politique et les affaires religieuses et l'idée que la religion doit rester dans la sphère intime et la sphère privée. Alexis, quelqu'un vous demande, Alexis Poulain, suite à votre lettre, pourquoi n'avez-vous pas fait un article sur les 6 orphelins de la préfecture de police de Paris ? Mais on va faire d'autres articles pourquoi une sur le indignation à géométrie moderne. variable. Non, mais attendez, on fera d'autres articles sur cette question de la laïcité et du voile, et je vais voir d'ailleurs Nicolas Cadenne de l'Observatoire de la laïcité. Ah bah oui, c'est dans le genre. Et d'autres. Et d'autres. Et on va parler aussi du cas iranien. Vous pensez que c'est la personne qui défend le mieux la laïcité aujourd'hui ? C'est son métier. Ça veut rien dire. Hein. Alors après, ça veut pas dire. Après, effectivement, il y a plein de façons de parler de laïcité. Mais c'est bien. Il y a un vrai débat à avoir. Moi, je suis content qu'on ait ce débat. Pourquoi pas d'indignation pour les 6 orphelins ? Bien sûr, mais condamner toutes les violences terroristes, évidemment. Et maintenant, je suis content d'ailleurs du discours de Macron parce que c'est le premier président qui a dit les mots, qui a dit les choses. L'hydre islamiste, c'est pas plus vague. Non, mais c'est pas si vague. C'était déjà une avancée dans le discours. Après, on n'est pas armé. La République n'est pas armée pour répondre effectivement à ces provocations et à cette montée des communautarismes. Et c'est ça la réflexion qu'on doit avoir. C'est si on veut faire comme à Londres et avoir le Londonistan, on y va tout droit. On y est déjà. Autre remarque d'une auditrice qui nous dit que alors ça s'adresse à vous, Olivier d'Artigol, que la référence à Badinter, ce sont des propos que Badinter a prononcés avant l'affaire Mera. Donc c'est ressorti sur le site de France Inter. Donc le contexte n'est pas exactement le même non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des consciences en éveil, que ce soit avant, sur d'autres périodes et maintenant. Je ressens, mais vraiment depuis des mois, que c'est en train de partir dans la mauvaise direction.
et que j'ai envie de dire que notre société avait la capacité de gérer, y compris dans de la conflictualité, mais démocratique, républicaine, que c'est en train de partir ailleurs. Et moi, j'ai la crainte de ça. Voilà. Après, Ce qui me fait peur, et je rejoins Olivier, dans ma lettre, j'ai autant, voire plus de merci, bravo, c'est bien de parler aux petits garçons comme ça, que de mais n'importe quoi, vous êtes un bisounours, vous êtes un islamo-collabo, etc. etc. Non, mais un petit garçon, tout le monde est pour des fois un petit garçon qui pleure parce que sa maman a été brusquée. Tout le monde n'est pas, mais pas pourquoi, pour. Mais alors la personne me dit, mais vous ne répondez pas à la question, pourquoi vous n'avez pas fait de lettre pour les 6 orphelins de la préfecture de police? C'est quand même autrement choquant. Parce que cela... Oui, c'est un procès d'intention, ça voudrait dire, parce que la question est contestable. Parce que la question est contestable, ça pourrait vouloir dire, Valérie, qu'on a une émotion à géométrie variable et qu'on serait plus ému par le petit garçon dans cette séance publique que par rapport aux c'est pas du tout le même contexte. Alors je vais expliquer pourquoi. On peut penser qu'on pense ça? Non. Oui. C'est la question que pose l'auditrice. Je vais donner la réponse. On peut retoquer la question en disant, madame... vous êtes sûr que vous pensez de nous? Mais c'est Alexis qui peut répondre. Moi, cette lettre, c'était dans le contexte du fait qu'un élu s'en prenait de cette façon-là en public, et c'était voilà. Mais évidemment que l'émotion est bien pire encore quand on a des orphelins suite à une attaque terroriste. Évidemment, il n'y a pas de géométrie de l'indignation. C'est juste que là, sur ce principe-là, c'était de dire mais merde, on fait pas ça. C'est le conseil régional justement. Et c'est bien ce qui me fait peur. C'est que derrière le débat est en train de s'envenimer et que le débat devient impossible. Et c'est ça qui me fait peur. Et qu'on a 2 France irréconciliables. Ce que dit l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb quand il quitte son poste, deux France côte à côte qui vont se retrouver face à face. Et ben c'est ça qui me fait peur, c'est qu'on doit avoir des débats, on doit faire appel et à l'émotion et à la raison. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les 4. Merci à vous, auditeurs de Sud Radio, d'avoir été là. Et dans un instant, vous allez retrouver André Berkoff. Nous, on se retrouve demain. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio.